Je laisse donc la parole à Romaric. Merci. Oui, bonsoir. Donc, je m'appelle Romaric Daval, comme vous avez pu le comprendre. Alors, je ne suis pas du tout journaliste. Je n'ai personne dans ma famille qui est journaliste, ni travaillant dans un journal, ou même d'amis. Enfin, maintenant, si, puisque je m'occupe d'un média, mais là, ça va pas le je faire. travaille dans les journaux. En fait, dans la vie, je suis dans le civil, je suis ingénieur. Et donc, je milite dans cette association dont je parlerai un petit peu tout à l'heure, un bout des médias, pour vous dire que un citoyen peut militer sur l'indépendance des médias et vous comprendrez, je pense, un peu mieux au cours de la présentation. Alors je vous ai mis un petit clin d'œil, hein. Alors surtout ne suivez pas ce que dit le petit bonhomme de Mix et Remix. Vous avez parfaitement le droit à la parole. C'est pas du tout un problème. Alors j'ai donné pour commencer deux cartes, à deux personnes une carte. Je voudrais qu'elle la commente. Alors je commence par là. Ah bah, il y a rien. Donc ça... je ne savais pas. Tout le monde l'avait. Ça représente donc les aides, mais on ne sait pas les aides de qui, a priori les aides de l'État vers les groupes de presse. Donc 67% vers 9 groupes de presse, ça fait vraiment beaucoup, et donc par rapport aux 38 pour les autres, on voit qu'il y a un gros milieu, les écoles parisiennes. Oui, je vais commenter les écoles parisiennes, mais d'abord, est-ce que vous saviez qu'il y avait des aides à la presse de l'État? Ah bah oui. À mon sens, il y a des aides par rapport aux imprimeries. Moi, j'ai ça en tête, mais pas plus que ça. Non. Alors, il y a effectivement des aides à la presse, hein, c'est d'ailleurs une tradition française depuis assez longtemps, mais il n'y a pas qu'en France, hein, il n'y a pas qu'en France. Alors, ce qui est effectivement intéressant, et là, Madame a parfaitement touché le point, c'est que vous voyez que un peu moins des 2/3 des aides à la presse, et ça représente beaucoup d'argent. Je suis désolé, j'ai oublié la somme totale, mais c'est ce compte en millions d'euros. Bénéficie un très petit nombre de groupes de presse. Les écoles parisiennes, c'est le groupe de Bernard Arnault, hein, c'est LVMH, qui est propriétaire des Échos et du Parisien. Et ce qu'on peut se dire, c'est que dans les 38 qui restent, je sais pas, je me trompe, 38 qui restent, il y a beaucoup de petits médias qui tirent la langue et qui, eux, ne récupèrent pratiquement rien, voire rien du tout dans les aides à la presse. Un autre commentaire, c'est qu'il y a un seul dans les gros, un seul régional de l'Est-France. Alors oui, il y a un seul. S'il y avait un peu de détails, vous verriez qu'il y en a d'autres assez vite derrière Ouest France. Moi j'habite Clermont-Ferrand, c'est la montagne Centre-France qui est l'équivalent de Ouest France, qui est plus petit mais qui est l'équivalent, qui n'est pas très loin derrière. Mais Ouest France, oui, ça s'explique par le tirage de Ouest France, hein, qui est le plus gros tirage papier en France et de très très loin. Alors, la deuxième carte. Ce qu'on peut dire, c'est que on voit que majoritairement maintenant l'information se fait sur les réseaux sociaux à 50% pour plusieurs fois par jour. Ensuite, JT d'information, la radio en 3e position, les chaînes d'information d'info en continu, PFM, CNews, presque 20%, à la fois une fois par jour et plusieurs fois par jour. Et après, la presse quotidienne régionale est plutôt bas dans le classement, les médias indépendants encore plus bas.
partie enquête, podcast, plus base encore. Oui, alors les podcasts sont un cas un petit peu particulier, mais effectivement c'est assez bas. Mais bon, vous avez effectivement vu ce qu'il y avait à voir. Hein, c'est que beaucoup de gens s'informent sur des Twitter, Instagram, etc. Bon, là, je vous renvoie à la conférence que vous avez eue au mois de novembre avec Jacques Trenso sur les fake news. Ça pose quand même pas mal de questions hein, de ce côté-là. Ouais, après une remarque, c'est qu'il y a beaucoup de médias aujourd'hui qui ont un compte Facebook ou un compte Instagram. Donc s'il y en a qui sont des jeunes qui s'informent via Le Monde, mais en passant par Instagram, est-ce que ça compte dans quoi ça compte... Ouais, c'est une très bonne remarque, je sais pas, je me pose moi-même la question, Bon, ce que je peux lire dans les articles scientifiques, c'est que les gens qui regardent les comptes style Le Monde ou Le Figaro, etc., ne sont pas si nombreux que ça sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'on peut exclure ce sujet-là. Bon, une des premières conclusions, c'est que la première source d'information des Français, c'est la télévision. Ne jamais l'oublier, parce que beaucoup de gens l'oublient et font des raisonnements en oubliant que la première source est de très loin. Hein. Bon, j'exclus Internet qui est un petit peu particulier, est de très loin. La radio est juste derrière. En revanche, tout ce qui est journaux indépendants, tout ce qui est médias indépendants est quand même très faible. Voilà. Vous vous informez comment? J'ai oublié de poser la question, mais je la poserai aussi. Alors moi, je prépare les concours de journalisme, donc forcément, je m'informe. Vous en mangez ouais, le matin, 24 heures sur un web, petit-déj, déjeuner, goûter, dîner, ouais. Donc, je suis abonnée au Courrier International en papier, je suis abonnée au Monde, abonnement web, à Libération, à Ouest France, France Info, France Inter. Donc la radio, un petit peu de papier, l'Observateur, voilà, la radio, un petit peu de papier, et puis... et beaucoup de médias indépendants, mais via les réseaux sociaux. Via les réseaux sociaux. Je vais lui poser la question, je vais la poser là. Un peu les mêmes. France Inter pour la radio, et puis Le Monde, Le Canard, un peu de presse indépendante. D'accord. Soit en papier, soit sur Internet. Alors, vous n'êtes pas dans le... Alors, je ne sais pas comment on coupe ce problème, mais vous n'êtes pas dans la moyenne des gens. Hein, la moyenne des gens, comme vous le voyez là, regarde la télévision. Pour être à égalité, moi je vais vous dire aussi comment je m'informe. Moi je suis abonné au Monde et je lis sur Internet. Je suis abonné à La Croix, je lis aussi sur Internet. J'ai un mal fou de lire les journaux papier maintenant. Je lis très peu de journaux papier. J'écoute France Culture et je suis abonné à Mediapart également, et puis à d'autres choses. J'écoute Blast aussi assez souvent pour ceux qui connaissent Blast, voilà, qui est un média indépendant qui travaille beaucoup sur la vidéo, qui n'est pas toujours très connu mais que je recommande personnellement. Voilà. Alors avant de commencer, rentrer, juste un petit mot, le journalisme, ça a été dit, hein, c'est un élément de la démocratie, et être journaliste c'est un métier dangereux. Donc un petit hommage à deux que j'ai pris au hasard, il y en a beaucoup d'autres. Notre compatriote Olivier Dubois qui est otage depuis très longtemps en Afrique, et Mortaza Beboudi qui est un franco-afghan qui a été capturé il n'y a pas très longtemps en Afghanistan et qui est prisonnier en Afghanistan. Pour Mortaza, vous pouvez signer sur le site de RSF. Ils ont un petit peu de mal à recevoir des signatures, mais je pense que ça vaut la peine. Voilà. Alors pour vous présenter un bout des médias, ça a déjà été un petit peu présenté, c'est une association citoyenne. Hein. Comme je vous l'ai dit, moi je ne suis pas journaliste,
la plupart des adhérents, la très grande partie des adhérents sont des gens qui n'ont rien à voir avec le journalisme à l'origine, qui a été créé par l'économiste Julia Cagé, que vous entreapercevez ici, et qui a un certain nombre d'axes de travail, donc, dont d'ailleurs ce soir est une illustration pour un certain nombre d'entre eux. Promouvoir les modes de gouvernance vertueux, qu'est-ce qui permet à un média de vous présenter des informations de bonne qualité, promouvoir l'indépendance des médias, on ne va pas arrêter d'en parler ce soir, promouvoir l'engagement du public, je terminerai là-dessus, sensibiliser le public, c'est exactement ce que je fais ce soir avec vous. Alors, participation minoritaire, on n'a pas encore eu l'occasion de le faire, mais dans nos statuts, il est prévu qu'on peut prendre des participations dans certains médias pour aider à l'indépendance. Bon, le cas ne s'est pas encore présenté. L'association existe depuis 2020, on n'est pas une très vieille association. Assistance stratégique et juridico-rédaction, certaines rédactions nous appellent au secours et on les aide, soit faire un peu de communication avec eux, soit les aider juridiquement. On a un très bon avocat sur le sujet qui peut aider. Et enfin une action de plaidoyer qui nous permet de faire des propositions pour modifier la loi, alors la loi de 86 dont je parlerai tout à l'heure, pour améliorer l'indépendance des médias. Alors pour ceux qui auraient encore des doutes, je suis sûr que c'est pas le cas dans cette salle, mais que les médias c'est important c'est pas moi qui le dis, hein, c'est même dans la Déclaration des droits de l'homme de façon pas aussi nette que ça l'est dans la Charte des droits de l'Union européenne. Le Conseil constitutionnel en France a très clairement indiqué ça aussi dans plusieurs. Ce n'est qu'une citation du Conseil constitutionnel. Et enfin, notre présidente de l'Union européenne est consciente qu'il y a des choses à faire pour protéger les médias. Et alors je n'en parlerai pas ce soir parce que c'est un sujet en lui-même, mais actuellement il y a des grandes discussions sur un futur règlement européen sur les médias, qui est une des conséquences de cette phrase-là. Alors, faire de l'information, ça coûte cher. Et on va beaucoup parler d'argent en fait ce soir, mais faire de l'information, ça coûte cher. Donc j'ai trouvé ce petit graphique de Ouest France, donc journal que vous connaissez bien ici, hein, puisque c'est votre journal régional et journal très connu d'ailleurs par le reste. Bon, vous avez ce que ça leur coûte. Hein, donc pour chaque exemplaire que vous achetez, ils dépensent 1,53 €. Et finalement, ils ne dépensent pas tant d'argent que ça pour la rédaction. Moi, j'avais été un peu surpris en lisant ce graphique. Bon, alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que Ouest France est quand même une grosse entreprise. Donc j'imagine qu'ils ont des frais fixes assez importants, c'est normal. Mais bon, ça coûte cher. Et vous le payez, et que la première chose que j'ai fait en arrivant ici, c'est d'acheter Ouest France. Vous le payez 1,20 €, je crois que c'est 1,30 € maintenant d'ailleurs. Et donc en fait, quand ils vous le vendent, ils perdent de l'argent. Alors ils compensent alors Ouest France a la chance d'avoir une très forte diffusion et est un média qui fait de la publicité, donc il compense par la publicité et il compense un petit peu par les fameuses aides publiques à la presse, les 4% qu'on a regardé, qu'on a vu tout à l'heure. Mais vous voyez que même si la somme est relativement importante, c'est pas énorme. Hein. Sur chaque exemplaire que vous achetez, ce n'est qu'un centime qui vient de l'État. Alors, on parle de concentration et j'ai cherché, je
veux dire que je l'ai fait pour cette présentation parce que je n'avais jamais eu la curiosité de regarder un petit peu l'historique de cette présentation. Alors on pourrait repartir depuis la Révolution française, ce qui ne présenterait aucun intérêt. Je pars de 1944, d'une ordonnance du CNR. Alors pourquoi une ordonnance du CNR? Le CNR, juste après la libération de Paris d'ailleurs, a publié une ordonnance sur la presse, sur lequel beaucoup de concepts étaient déjà présents sur l'indépendance de la presse. Alors malheureusement, comme vous le voyez là, la vie a très vite repris son cours. Alors déjà, un certain nombre de journaux avaient un problème tout bête, mais il n'y avait pas beaucoup de papier à l'époque. Il y avait il manquait beaucoup de choses à l'époque, et dont le papier. Donc un certain nombre de journaux avaient beaucoup de mal à sortir le nombre d'exemplaires qu'ils auraient voulu et qu'ils auraient probablement pu vendre. Il y avait aussi une autre chose qui peut paraître étonnant, mais la résistance française a été en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie faite par le Parti communiste. Donc il y avait une presse de la Libération qui était liée au Parti communiste, et très rapidement, un certain nombre de forces de droite se sont liées pour contrer cette influence. Donc dès 1947, par une personne qui s'appelait Jean Prouveau, qui a racheté les titres, qui en a créé aussi, et a commencé un groupe de presse avec d'ailleurs un assez grand succès commercial. Il a été suivi très rapidement par Robert Hersan, dont le nom est plus connu. Souvent, il a aussi un surnom, beaucoup de gens l'appellent le papivore, qui a lancé l'autojournal. Il a fait fortune avec l'autojournal et il a commencé à acheter un certain nombre de titres de presse, les uns après les autres, jusqu'à créer un conglomérat extrêmement important. Il y a peut-être dans la salle des gens qui se rappellent de Robert Hersan. Moi je me rappelle quand j'étais jeune, j'entendais beaucoup parler de Robert Hersan. Alors ça a eu une conséquence, c'est qu'en 1986, il y a une loi, et j'en reparlerai tout à l'heure avec beaucoup plus de détails, il y a eu une loi sur l'indépendance de la presse pour essayer de garantir justement l'indépendance de la presse. Comme je vous le démontrerai tout à l'heure, cette loi a été très mal faite et elle ne garantit pas grand-chose malheureusement. En 64, l'ORTF, donc là la télévision devient complètement publique, même si au début c'était pas franchement une garantie d'indépendance, mais devient publique, et on va en reparler. Puis viennent les années 80, et les années 80 sont probablement un tournant dans l'actionnariat de la presse. Les années 80, bien que ce soit un socialiste qui était président de la République, c'est aussi la période du libéralisme, et on voit, suite à des problèmes financiers, rentrer dans des journaux importants que sont Libération et Le Monde, des actionnaires qui prennent possession de ces titres-là. Alors il y en a d'autres, j'ai pris ces exemples-là. 87, c'est aussi la privatisation de la télévision. Donc l'ORTF est morte, la télévision n'est plus un monopole d'État. Et donc on voit arriver un certain nombre de chaînes dont on parle beaucoup, et dont je parlerai d'ailleurs un petit peu tout à l'heure, qui sont des chaînes privées. Le mouvement s'accélère, et là on rentre dans la période actuelle, où on voit arriver un certain nombre d'actionnaires dont on parle beaucoup maintenant. Donc tout à l'heure on parlait pour les aides à la presse des Échos, donc c'est Bernard Arnault, c'est le groupe LVMH, Niels qui
qui a beaucoup de titres de alors ce qu'on appelle dans le jargon la PQR, la presse quotidienne régionale. Pas dans votre région, mais dans d'autres régions. Le célèbre Bolloré, dont on parlera plusieurs fois, mais on parlera des autres aussi, hein, je vous rassure tout de suite, parce qu'il n'est pas le seul, il ne faut pas l'oublier. Donc là, fin des années 2000, on rentre dans la période qui est la période actuelle, et qui s'est énormément accélérée dans les quelques dernières années. Et enfin, le dernier avatar, et qui, à nous les médias, on surveille ça de près, qui est la suppression de la redevance audiovisuelle. Alors, bon, la redevance était un impôt qui était extrêmement mal fichu. Je veux dire les choses comme elles sont. Moi, par exemple, je n'ai jamais payé la redevance. Non pas parce que j'ai triché, mais parce que je n'ai jamais eu la télé. En revanche, avant qu'il y ait des ordinateurs, bon, je ne regardais pas, mais avec les ordinateurs, je pouvais regarder ce que je voulais sur les chaînes de télévision. Donc c'était vraiment une chose qui était extrêmement mal foutue. Que vous gagnez le SMIC ou que vous gagnez 30 000 € par mois, vous payez la même chose. Bon, il y avait un certain nombre de choses. En revanche, la crainte que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est le budget. Donc d'une année sur l'autre, un gouvernement peut diminuer le budget de l'audiovisuel public, ou peut carrément faire du chômage, du chantage, en disant si vous ne partez pas dans cette direction, je vous baisse votre budget. Donc c'est un sujet important. La redevance devait être revue, ça c'est clair. Moi qui ne l'ai jamais payé, maintenant je la paye indirectement. Mais il faut garantir la redevance audiovisuelle. Et je vous ai dit qu'actuellement à l'Union européenne, il y avait des discussions sur un futur règlement européen. Et il y a une partie non négligeable de ce document, qui pour l'instant est un projet, sur le financement des chaînes audiovisuelles publiques de tous les pays de l'Union européenne. Bien évidemment, l'Union européenne ne s'intéresse pas qu'à la France. Donc aujourd'hui, je vous parle beaucoup de concentration. Voilà 3 chiffres. Alors vous en trouverez d'autres, hein, parce que ça dépend comment on compte, ça dépend quelle ère, comment on compte, mais les ordres de grandeur sont toujours les mêmes. Hein. Vous trouverez toujours les mêmes ordres de grandeur. Aujourd'hui, en termes de quotidien, alors que ça soit diffusion papier ou diffusion internet, hein, bien évidemment, 90% sont détenus par moins de 10 personnes. La télévision, ça fait 55%, sachant que dans les 45% qui restent, il y a la télévision, il y a l'audiovisuel public, hein, donc ça veut dire que la quasi-totalité de la télévision privée appartient à un nombre très limité de personnes. Et la radio, c'est pareil, les parts de marché sont extrêmement importantes. Alors, quelques titres. Alors, il y a plusieurs, si vous cherchez sur Internet, il y a plusieurs représentations. J'ai choisi celle-là. Il y en a une autre qui est beaucoup plus complète, mais qui d'abord est très difficile à présenter parce que c'est très petit, mais qui est très bien faite. Celle-là a été faite par le journal Politis, qui est un journal indépendant, et il a été fait à l'occasion, en février 2022, si ma mémoire est correcte, à l'occasion du lancement d'une opération qui s'appelait Stop Bolloré, par la directrice de Politis avec un journaliste de Politis. Pas de surprise, hein. Vous retrouvez alors j'ai commencé par
celui qui est présenté comme le diable, à juste titre, Bolloré, mais vous trouvez Bernard Arnault, dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises. On oublie que la famille Dassault, c'est le Figaro, bon, le particulier, la lettre, je ne sais pas quoi d'ailleurs, c'est bon, c'est des journaux moins importants, mais le Figaro est quand même un journal important. Et je précise, c'est pas du tout mes idées, mais de bonne qualité quand même. Il faut dire les choses comme elles sont. On parlait de concentration dans la télé, vous voyez oui. Vous voyez Bolloré avec Canal+, C8, CNews, etc. Il y a eu, juste avant l'élection présidentielle, il y a eu une commission au Sénat et le secrétaire de la commission s'est amusé quand Vincent Bolloré a été interviewé par énumérer la totalité des sociétés de médias que possédait Vincent Bolloré. Ça a duré 5 minutes. 5 minutes montre en main. 5 minutes montre en main. Donc il en possède vraiment beaucoup, en Afrique, en Europe, beaucoup d'endroits. On trouve la presse, je vais revenir juste après là-dessus, on retrouve de la PQR. Vous voyez le crédit agricole là. Vous voyez le crédit mutuel, c'est le groupe EBRA. Il y a une carte juste après, je vous montrerai un peu plus. Patrick Drahi, dont on parle beaucoup actuellement aussi, qui est assez présent. Et puis il y a toute la Noria Kretinsky, alors dont on parle alors beaucoup en ce moment, j'y reviendrai. Mathieu Pigas qui s'est un peu désengagé des médias, et Xavier Niel. Bon, ça bouge tout le temps, ça date, ça a 1 an, il y a déjà des changements ça bouge énormément. Alors, il y a une concentration qu'on oublie tout le temps. C'est la concentration des titres régionaux. Donc ici, on est à Nantes. Vous voyez excusez-moi, je vais y revenir. Vous voyez Nantes. Alors, quand c'est assuré, c'est qu'il y a 2 titres de presse. Donc ça va de Brest, pas tout à fait jusqu'à la région parisienne, mais pas loin, quoi. La Normandie, la Vendée, la Vendée. Moi j'habite Clermont-Ferrand, ça va du sud du Massif central jusqu'à la région parisienne. Et le plus gros en termes de capitalisation, pas de tirage mais de capitalisation, c'est le groupe EBRA qui fait tout l'est de la France. Moi je suis né là, voilà. Et dans les titres, donc on oublie souvent cette concentration-là. On pense à des Bolloré, à des Arnault, à des gens comme ça, mais il y a une très forte concentration de la presse régionale. Et j'ai même lu en préparant cet exposé un article où une personne disait que pour lui, la concentration de la presse régionale en France était plus importante que nationale. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette affirmation-là, mais elle est importante. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors des fois ça donne des choses rigolotes, que vous habitiez Clermont-Ferrand, c'est la montagne, que vous habitiez dans le Berry, etc., vous pouvez avoir exactement la même couverture, exactement les mêmes articles, alors que vous ne pensez pas lire le même journal. Voilà, ça a des conséquences. Bon, là c'est a priori le lendemain de l'élection présidentielle, c'était pas le meilleur exemple, mais bon. Voilà, je trouvais cette photo amusante. Alors il y a des gens qui vous diront, et peut-être il faut aussi les écouter en disant oui, mais la concentration industriellement ça présente des intérêts. Ça permet de mutualiser des coûts. Mais il y a un très grand argument d'ailleurs qui a été développé par Vincent Bolloré au Sénat, mais il n'est pas le seul, on l'entend très souvent, en disant il faut créer un champion national pour concurrencer les GAFA. Alors, peut-être qu'il faut faire des fusions capitalistiques, c'est possible, mais
TF1 plus M6 qui ont failli se marier récemment, mais qui donc ça n'a pas pu se faire, mais heureusement, le chiffre d'affaires c'est 4 milliards, Netflix c'est 220 milliards. Disney c'est 310 milliards, Amazon c'est 1661 milliards. Bon, sachant que dans Amazon il faut se méfier parce qu'il y a d'autres activités que les médias, donc le chiffre est moins intéressant. Ce qui fait l'intérêt d'un média alors le terme français ne me vient pas, mais entertainment, c'est la... Divertissement, merci. Je travaille pour une société anglaise, il y a des moments j'ai du mal. C'est ce qu'ils produisent. Quand vous regardez une série, par exemple, c'est une série, mais aussi des reportages. Des reportages. Netflix investit tous les ans sur le monde 17 milliards. TF1 plus M6, même un peu plus d'un quart d'un milliard. Donc on n'est pas sur la même planète. Donc les mathématiques ne fonctionnent pas. Alors j'ai quand même lu en préparant cet exposé un argument qui n'était pas inintéressant et qui me fait réfléchir et sur lequel je n'arrive pas bien à conclure aujourd'hui, en disant il ne faut pas regarder la capitalisation monétaire, mais il faut qu'à l'intérieur d'un groupe, on conserve l'indépendance rédactionnelle. C'est un point de vue qui peut se défendre honnêtement, il peut y avoir des dispositifs qui peuvent le faire, et j'en citerai quelques-uns au cours de la présentation. Bon, comme je l'ai dit, j'ai un petit peu de mal à conclure sur cette affirmation-là, mais bon, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, faire de l'information, ça coûte très cher, très cher. Vous avez reçu Jacques Trenceau, c'est une toute petite structure avec très peu de frais fixes. Un reportage important, c'est 2 semaines de travail, c'est 15 abonnements. Et donc faire de l'information, ça coûte cher. Et là, c'est une petite structure qui travaille localement. Donc il n'y a pas de billets à acheter pour envoyer quelqu'un en Ukraine ou à l'autre bout du monde, il n'y a pas de logement, il n'y a pas de choses comme ça. Donc faire de l'information, ça coûte très cher. Il ne faut pas l'oublier, ça fait, qu'on le veuille ou non, ça fait partie de l'équation. Alors, l'influence de l'actionnaire. Alors vous avez le droit de me croire sur ma bonne mine qu'un actionnaire, ça peut influencer une ligne éditoriale. Mais je vais essayer quand même de vous le démontrer. Alors, je vais utiliser les travaux enfin, 3 articles scientifiques qui, à mon avis, le démontrent bien. Alors, le premier n'est pas tout à fait pris au hasard. Vous voyez qu'une des co-autrices, c'est la présidente d'Abou des médias, mais l'avantage, c'est qu'elle a bien pu m'expliquer ce qu'il y avait derrière ce graphique. C'est un graphique qui compare le temps consacré à l'extrême droite par alors ce qui s'appelait iTélé dans cette période-là et qui s'est appelé CNews après 2014 quand Vincent Bolloré l'a racheté. Bon, vous voyez que jusqu'au rachat de toi, bon, il y a des hauts et des bas, mais globalement c'est comparable au panier des 15 autres médias par rapport à laquelle c'est comparé. À partir du moment, dès l'année d'après, ça a été racheté par Bolloré, vous voyez la courbe monter. Et donc c'est une comparaison, hein, ils ont fait un panier de 15 médias, j'ai pas la liste en tête, elle est dans l'article, très différents les uns des autres, et ils ont fait une comparaison. Cette comparaison est faite par Nicolas Hervé, que je connais un petit peu, qui est un mathématicien qui est spécialiste du traitement des sons et qui automatiquement récupère un certain nombre de choses dans les émissions, que ce soit de télé ou de radio. Alors, une deuxième chose, qui est d'ailleurs faite par Nicolas Hervé, il a comptabilisé, alors automatiquement, hein, il n'a pas une bande de thésards avec un papier et un crayon qui compte, c'est fait par informatique. Il a comptabilisé le nombre de fois où apparaissaient les noms des candidats à l'élection présidentielle de 2022.
Alors il a fait des regroupements, hein, alors la droite, il n'y en avait pas tant que ça, mais l'extrême droite, il y avait par exemple Zemmour et Le Pen, la gauche, il y avait le Parti Socialiste et je ne sais plus lequel, enfin bon, il y a des regroupements. Donc là vous voyez CNews, et vous voyez en noir c'est l'extrême droite, donc vous voyez qu'ils sont au-dessus de tous les autres, y compris dans la période d'équité et d'égalité de parole. Vous savez, en se rapprochant de l'élection, il y a des règles de l'ARCOM sur lesquelles vous devez avoir l'égalité. Alors, il y a une autre information qui est intéressante aussi, c'est que le deuxième, c'est le parti C'est Renaissance, hein, c'est le centre, c'est Renaissance, c'est Emmanuel Macron. Et vous regardez la courbe de France Info Télévision, il m'a bien précisé que c'était télévision et pas radio, vous voyez que toutes les courbes sont grosso modo groupées, quoi. Il n'y en a pas une qui sort. Bon, la gauche est peut-être un peu plus bas que les autres, mais grosso modo, il n'y a pas la comparaison entre les deux situations. Les deux situations sont extrêmement différentes. Bon, il a un article complet avec plein de courbes comme ça, et qui le démontre très bien. Une troisième personne, c'est une historienne dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'elle a fait un peu parler d'elle justement à un moment pendant l'élection, qui s'appelle Claire Secaille. Elle a fait un article, alors si vous voulez lire un de ces trois articles, c'est celui-là qu'il faut. Il est extrêmement intéressant. En plus, il n'est pas très difficile à lire, il est beaucoup moins scientifique que les deux autres. Celui de Nicolas, il faut pas trop mauvais en maths pour s'y retrouver. Elle a compté par famille politique les temps d'antenne sur la fameuse émission Touche pas à mon poste. Et donc vous avez 4 barres, la pré-campagne, donc de septembre à décembre 2021, la campagne avait quitté. Alors là, on tombe dans les règles que je ne connais pas par cœur de l'ARCOM, et plus on se rapproche de l'élection, plus les temps de parole doivent être identiques. Vous voyez très bien que l'extrême droite, dans les 4 périodes, alors même qu'on est en période d'équité, est très largement au-dessus de tous les autres. Alors le deuxième, je vous disais, c'est le parti Renaissance. Bon, là, je vous invite à lire l'article de Claire Secaille où elle explique très bien pourquoi. Et puis, bon, la gauche qui est un peu plus haut que les autres. Bon, les Verts n'existent pas, hein, autant vous dire que les Verts n'existent pas, RFI n'existe pas, et même les Républicains n'existent pas vraiment. Donc, bon, on voit bien quand même que scientifiquement, on peut mesurer un certain nombre de choses, et qu'on peut... bon, ce sont des extraits d'articles qui sont relativement longs, donc je simplifie, c'est assez schématique ce que je vous montre, mais bon, c'est quand même assez frappant à mon avis. Alors, qu'est-ce que dit le droit français? Alors, je parlais tout à l'heure de la loi de 86. Alors, vous avez le nom complet, tout le monde l'appelle la loi de 86. Il a fallu que je cherche pour voir que c'était celle du 1er août 86, je ne me rappelais plus. Alors, je vais vous présenter 2 cas, la télévision et la presse écrite. Je vais regarder parce que mes notes, parce que je ne suis pas sûr de tout me souvenir. Bon, on va passer sur la première du pluralisme externe, qui existe mais qui n'a pas beaucoup d'effet. En fait, cette autorisation, c'est beaucoup. Hein. Je ne suis pas sûr que personne ait atteint les 7. Une même personne ne peut être titulaire d'un maximum de 49% des parts d'une chaîne n'ayant plus de 8% d'audience. À votre avis, 8% d'audience, quelles sont les chaînes en France qui font plus de 8% d'audience? Il y en a 2. TF1 et M6, c'est tout. Donc déjà cet article ne concerne que 2 chaînes de télévision, et absolument pas toutes les autres chaînes de télévision, que ce soit la TNT.
Alors moi je ne regarde pas la télé, donc j'ai du mal, je ne suis pas très bien au courant. En plus, 49% d'une part d'une chaîne, on se dirait, bah, 49%, il n'y a pas la majorité, les 51% décident à sa place. Sauf que ça confond deux concepts différents, c'est le contrôle et les parts de l'actionnaire. Vous pouvez, par exemple, Vincent Bolloré, je regarde le chiffre pour être sûr de ne pas vous dire une bêtise, contrôle que 30%, ne possède que 30% de Vivendi. Mais il contrôle complètement Vivendi. C'est lui qui fait le jour, qui prend les décisions. C'est personne d'autre. Quand TF1 et M6 ont voulu se racheter l'un l'autre, on n'a pas dit que les actionnaires de TF1 et les actionnaires de M6 se sont rencontrés. On a dit que Bouygues, qui est le propriétaire de TF1, et Bertelsmann, qui est un groupe allemand qui est le propriétaire de M6, se sont rencontrés. On n'a pas parlé des autres actionnaires, hein, qui n'existaient pas du tout dans la négociation, et je suis sûr qu'on ne leur a pas demandé leur avis. Hein. Je suis sûr qu'on ne leur a pas demandé. Donc on confond deux choses. Donc en fait, cette mesure est complètement inopérante. Un, parce qu'elle ne concerne que très peu de chaînes, et deux, parce que 49%, c'est pas de part d'une chaîne, c'est pas une bonne mesure. La presse écrite. Alors, interdiction de prendre le contrôle d'une publication imprimée quotidienne d'information politique et générale lorsque cette opération permet à une personne de contrôler plus de 30% de la diffusion du territoire national. On se dit, ah, c'est pas mal 30% quand même, ça limite quand même pas mal les choses. Alors les juristes sont des gens très compliqués et le diable est dans les détails. Imprimer, oublier Internet. Et on a vu tout à l'heure que l'Internet, c'est beaucoup plus important que la diffusion papier. Quotidienne. Oublier tous les mensuels, hebdomadaires, etc. Je veux dire, un journal comme Le Point, il existe. Le journal du dimanche, quand vous écoutez la radio le dimanche matin, tous les journaux parlent de la couverture du journal du JDD. Donc ça ne concerne qu'une partie de la presse. Politique générale. Si vous êtes un journal d'économie, vous n'êtes pas politique générale. Donc vous êtes exclu de cette clause. Vous n'êtes pas concerné par cette clause-là. Territoire national, on en a déjà parlé. Si vous êtes presse régionale, vous n'êtes pas concerné non plus. Donc cette clause est complètement inopérante. Enfin, complètement. Elle est inopérante dans énormément de cas. Bon, dans la loi de 86, il y a d'autres choses. Je vais vous montrer les deux cas les plus parlants. Bon, après, c'est compliqué parce qu'il y a d'autres lois, il y a des jurisprudences, il y a des choses comme ça. Mais aujourd'hui, le droit français est complètement à côté de la plaque sur l'indépendance et la concentration des médias. Alors peut-être qu'un espoir, en tout cas moi c'est mon avis personnel, c'est sujet de discussion dans la Loup des médias, il y aura peut-être de l'Europe avec le European Media Freedom Act. Alors il n'y a pas de titre français, hein, je suis désolé, il n'y a que le titre anglais qui existe. Dans toutes les langues en Europe, ça se dit en anglais. Bon, voilà, donc la loi de 86 et les lois qui ont suivi, il y a quelques petites lois qui ont suivi, sont complètement à revoir. Ne serait-ce que pour une chose, hein, Internet, hein. Ne serait-ce que pour ça. Alors maintenant, je vais vous parler de quelques modèles économiques et je vais vous montrer qu'il y a quand même des dispositifs qui peuvent garantir une certaine indépendance, voire une indépendance certaine dans certains cas. Bon, alors je vais commencer par le mauvais exemple. Bon, on va pas en parler très longtemps, vous le savez. Donc Bolloré, c'est Vivendi avec tout ce qu'il y a derrière, Canal+, C8, etc. Alors c'est pas de la presse, mais c'est de la maison d'édition. Editis, c'est pas une petite maison, c'est pas une petite maison, enfin c'est pas une maison d'édition, c'est
un groupe de maisons d'édition, c'est pas un petit groupe. Avec le rachat qu'il a fait de Lagardère, il a racheté une partie de Hachette. Donc Editis et Hachette, ils commencent à contrôler beaucoup de choses dans l'édition. Et c'est pas de la presse, hein, mais dans l'édition, on fait passer des choses aussi. Hein. Il faut être clair. Bon, et il a commencé à racheter Lagardère. Alors je vais vous donner un scoop, parce que là c'est vraiment un scoop, il y a très peu de gens qui le savent. A priori, son rachat complet de Lagardère est en train d'avoir un petit peu de plomb dans l'aile à l'Union européenne, puisque les services de Madame Van Steragen, la commissaire à la concurrence, pour l'instant retoqué son offre de rachat de Lagardère. Bon, il y aura des négociations, hein, c'est pas fini, ces choses-là, ça peut durer longtemps. Mais voilà. C'est sorti hier, hein, c'est une indiscrétion qui est sortie hier. Alors, on va parler du monde. Alors, le monde est un exemple intéressant, parce que c'est un des exemples d'un média qu'on pourrait qualifier de mainstream. Moi, c'est le vocabulaire que j'utilise, c'est-à-dire un média important. Puis on s'est questionné tout à l'heure. Moi, j'ai lu Le Monde, les deux personnes que j'ai interrogées lisent Le Monde. C'est un journal qui est quand même extrêmement lu. Donc la structure capitalistique du monde est assez compliquée. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a une grande partie là qui représente 75% grosso modo, qui sont... alors là, il y a un fonds d'indépendance, mais il est sous la coupe de je ne sais plus lequel des trois, là. Et vous avez un certain nombre d'actions. Donc là, vous avez de l'action, disons pour simplifier, ce qui se termine par Le Monde Libre, qui est de l'actionnariat privé. Et vous avez 25% qui est possédé par ce qui s'appelle le pôle d'indépendance. Alors dans le pôle d'indépendance, vous avez la Société des rédacteurs, qui sont donc les journalistes, la Société civile de publication de la vie catholique est dans le groupe Le Monde, la Société des lecteurs du Monde, donc qui est possédée par des actionnaires individuels. Vous auriez pu être actionnaire de la SDL. Et par transparence, la SDL est présidée aussi par Julia Cagé. C'est pas un hasard, hein, mais la Société des cadres, la Société des personnels, donc les salariés, la Société des personnels du Courrier International qui est dans le groupe Le Monde, et enfin des actionnaires historiques, une association qui s'appelle l'Association des actionnaires minoritaires du monde. Ce pôle d'indépendance qui est minoritaire de façon assez importante quand même, hein, 25% par rapport à 75%, c'est quand même assez important, a un droit de regard très important, et là c'était l'objet de négociations et d'un rapport de force. Alors je ne connais pas toute l'histoire, hein, ça a duré plus de 10 ans, il y a eu des étapes, il y a eu des discussions, mais la situation actuelle c'est qu'ils ont un comité de déontologie indépendant qui est assez fort. Donc il y a une charte entre le pôle d'indépendance et le Monde Libre, hein, et le Monde Libre, qui est là pour vérifier la bonne marge de la charte entre les deux entités. Il y a ce qu'on appelle le droit d'agrément, et je vais vous détailler juste après ce que c'est le droit d'agrément, parce que c'est quelque chose d'important. Et enfin, les rédacteurs, les journalistes du Monde, quand il y a un directeur qui arrive, ils votent oui ou non pour ce directeur, et c'est remis, le vote, ils doivent, je crois que tous les 6 ou 7 ans, ils refont un vote. Donc il y a le pôle d'indépendance a très clairement un pouvoir extrêmement important sur la politique rédactionnelle du monde. Alors, on va prendre un exemple qui est le droit d'agrément, mais qui est un exemple important. Alors le schéma peut paraître compliqué, mais en fait il ne l'est pas. Donc vous avez un actionnaire qui veut vendre ses actions, où il y a une augmentation de capital, enfin peu importe, et qui risque de changer l'équilibre actionnarial du monde.
le pôle d'indépendance vote. Alors, s'il vote oui, bah ok, monsieur X achète ce qu'il veut acheter et tout, et on en reste là. Mais s'il vote non, ils ont une période de 6 mois pour trouver un autre actionnaire. Et le prix des parts est bloqué pour éviter que monsieur X mette sur la table beaucoup plus d'argent pour éviter qu'il ne trouve un autre actionnaire. Et si il trouve l'actionnaire il trouve l'argent, alors ça pourrait très bien, les pôles d'indépendance pourraient très bien décider lui-même d'acheter, de demander un prêt aux banques pour acheter, ou à trouver une autre personne. C'est ce nouvel actionnaire qui récupère les actions, moyennant paiement. Si au bout de 6 mois ils n'ont pas trouvé, ben, monsieur X a le droit d'exercer son pouvoir d'achat tel qu'il l'avait voulu dès le début. Alors ça, c'est quelque chose que nous défendons énormément dans Un bout des médias. Ça fait partie, je parlais du plaidoyer tout à l'heure, ça fait partie des choses qu'on demande pour être introduit dans la loi pour la totalité des médias, pour que les rédactions, alors nous, ce qu'on propose dans des modalités légèrement différentes, on considère que 6 mois c'est un peu court, bon, il y a des choses comme ça, mais le principe est rigoureusement le même, pour que la rédaction ait un réel pouvoir sur l'actionnariat de l'entreprise. Donc le monde, pour revenir juste en arrière, donc le pôle d'indépendance dont font partie les journalistes, dont font partie un certain nombre d'actionnaires, sont garants, alors c'est pas tout à fait parfait, mais sont quand même garants d'une grande indépendance éditoriale du journal Le Monde. Donc c'est une solution pour essayer de garantir l'indépendance rédactionnelle d'un média. Alors il y a une autre solution, et alors celle-là c'est quasiment la solution parfaite. Bon, la perfection n'est pas de ce monde, il y a toujours des petits bémols, mais quand Mediapart a été créé, il a été créé par 5 ou 6 personnes, plus deux actionnaires, plus une société, ce qui s'appelle une société des amis, j'y reviendrai après, et ils ont décidé en 2020, si ma mémoire est bonne, de regrouper tout le capital dans un fonds de dotation qui s'appelle le FPL, le Fonds pour la presse libre, mais tout le monde l'appelle le FPL, qui est garant, qui est propriétaire de Mediapart. Alors pour tout un tas de raisons compliquées et fiscales, ils sont obligés de passer par l'intermédiaire d'une société commerciale qui s'appelle la SPIM, mais elle est contrôlée à 100% par le FPL. Ce qui est extrêmement important, et je vous montrerai un autre exemple qui montre... Alors, beaucoup de gens disent que le fonds de dotation, c'est la baguette magique pour garantir les choses. Alors, si vous vous rappelez, il y en a une au monde, et je vous ai dit que c'était pas génial. Que c'est la baguette magique. Alors, dans les statuts du FPL sont extrêmement protecteurs sur Mediapart et ont beaucoup de garde-fous pour éviter un dérapage. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est que vous avez plusieurs journalistes qui sont administrateurs du FPL. Donc les journalistes de Mediapart sont présents dans le FPL et sont donc là pour garantir un certain nombre de choses et s'assurer de la bonne chose, de la bonne marche.
Les autres membres sont des personnalités qui sont cooptées. Vous pouvez regarder sur Internet, hein, il y a la liste des gens, vous verrez, ils ont même des déclarations d'intérêt, ils ont leurs déclarations de patrimoine, etc. C'est franchement très bien fait. Donc le Mediapart est un média qui a trouvé une solution assez élégante, et probablement aujourd'hui c'est le meilleur exemple de garantie d'indépendance du média. Alors Mediapart fait partie de ce qu'on appelle les médias indépendants. Alors il est un petit peu à part parce que c'est le média indépendant qui a réussi commercialement. Malheureusement il n'y a pas d'autres exemples. J'y reviendrai un tout petit peu après. Donc ils ont pu se permettre un certain nombre de choses. Et vous voyez d'ailleurs au passage que les dividendes ne sont pas reversés aux actionnaires. D'ailleurs il n'y a plus d'actionnaires, hein, c'est le FPL. Et en plus, pour des raisons fiscales, je crois que ça peut même pas remonter. Au FPL. Pour des raisons fiscales, il y a des raisons fiscales un peu compliquées qui fait qu'ils n'ont pas pu. Donc le FPL, si vous êtes curieux, vous verrez, ils font régulièrement des appels aux dons et ils font des aides financières à la presse indépendante. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil de temps en temps si vous voulez faire des choses. Alors, ce qui est probablement un nettement moins bon exemple de fonds de dotation, c'est Libération. Libération, c'était la propriété de M. Drahi, qui était, alors c'était SFR, maintenant ça s'appelle Altis, qui était l'actionnaire principal. Bon, par une série de manipulations dont je ne vais pas vous donner le détail, je l'ai lu cet après-midi, alors très franchement je serais encore incapable de vous le donner dans le détail. Il a fait don d'une partie et par une manip de vente, etc. Il a aussi vendu par l'intermédiaire de SFR, etc. Donc il n'a pas perdu d'argent. De ses actions à un fonds de dotation qui s'appelle le fonds de dotation pour une presse libre. C'est compliqué parce qu'ils s'appellent tous presse libre, quelque chose. Des fois on s'y perd un peu. Alors, ce fonds de dotation, alors pareil que pour Mediapart, ils sont obligés de passer par une société commerciale. C'est exactement pour les mêmes raisons. Là, il n'y a rien de particulier. Mais en revanche, les statuts ne sont pas du tout les statuts de Mediapart. Altis nomme 3 administrateurs et il n'y a que 3 administrateurs. Donc aujourd'hui, ils ont très clairement la main sur Libération. Alors je précise une chose, c'est pas parce qu'ils ont la possibilité d'avoir la main qu'ils exercent leur influence sur Libération. Aujourd'hui, il n'y a pas d'exemple d'influence du fonds de dotation pour une presse libre sur le contenu rédactionnel de Libération. Mais le risque existe. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors le dernier avatar, je vous parlais de Kretinsky. Libération est un journal qui a toujours des problèmes financiers, qui a encore des problèmes financiers, donc a fait un prêt très important de 14 millions d'euros, et il a fait un don d'1 million d'euros au fonds de dotation pour la presse libre, en échange de pouvoir nommer un administrateur. Alors je ne sais pas si c'est un de plus ou un parmi 3, je sais pas. Donc, là aussi, c'est pas tout à fait innocent. Ce que j'oubliais de dire, c'est que M. Drahi, quand vous faites don à un fonds de dotation, vous avez une réduction fiscale qui n'est pas négligeable, hein, qui est entre 60 et 66%. Donc, vous avez tous payé entre 60 et 66% du don de M. Drahi au fonds de dotation pour la presse libre. Moi aussi, avec nos impôts, on a tous payé une partie de ce don. Donc c'est probablement pas une opération financièrement négative pour eux.
Alors j'ai cité Médiacité très rapidement. Alors Médiacité est un petit journal, donc bon, certains ont peut-être vu la conférence du mois de novembre, dont vous en avez entendu parler. Mais je vais vous citer Médiacité pour cette partie-là. La Société des Amis. Alors il y a quelques médias indépendants qui ont ça. La plus grosse, c'est celle de Médiacité, c'est pour ça que je les ai pris un exemple. Donc, n'importe qui peut donner un peu d'argent, devenir actionnaire de la Société des Amis. Je suis sociétaire de la Société des Amis de Médiacité. Pas pour ça que je suis un très gros capitaliste dans les médias, mais n'importe qui peut le faire. Il y a quelques autres médias, je sais que Mars Actu à Marseille aussi, une Société des Amis, qu'ils utilisent d'ailleurs de façon très différente. Voilà. Donc il existe dans un certain nombre de médias la possibilité pour des citoyens de participer de façon... Le ticket d'entrée est à 200 €, hein, donc bon, 200 € c'est pas rien, mais c'est pas non plus une somme gigantesque. Donc sachez que ça existe aussi dans certains médias indépendants. Alors je vous ai parlé de beaucoup de choses mais vous pouvez faire des choses. Alors c'est pas facile, ça a une efficacité pas toujours évidente, mais la première chose à faire, c'est que l'information, je le dis, ça coûte cher. Abonnez-vous. Même Ouest France a besoin d'abonnés. Ça peut paraître idiot, mais les médias ont besoin d'argent pour pouvoir produire l'information que vous allez lire. Alors au début d'Internet, ils ont fait une très grosse erreur en pensant qu'ils allaient pouvoir se rattraper sur la publicité. Résultat des courses, c'est Google et Amazon qui ont récupéré le jackpot. Mais la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de vous abonner. Alors il y a des médias indépendants qui n'ont pas de modèle d'abonnement, qui travaillent qui font des appels à des dons, vous pouvez faire un don. Blas, que je citais tout à l'heure, disait, une fois j'entendais le directeur de Blas disait, si toutes les personnes qui cliquaient une fois sur une de nos vidéos dans l'année nous donnaient 1 €, nous n'aurions aucun problème financier. Alors que Blast a des problèmes financiers. Bon, ça a l'air d'aller un peu mieux là, mais il y a des problèmes financiers. Bon, la Galipote, c'est un journal dont vous n'entendrez jamais parler, c'est un journal de chez moi. Mais je trouvais le dessin rigolo. Alors, une autre chose aussi que vous pouvez essayer de faire, alors c'est pas facile, hein, même si la loi oblige les médias à le faire, ils ne le font pas toujours. Essayez de savoir qui est propriétaire d'un média. Par exemple, parce que dans la salle, vous savez à qui appartient Ouest France. Alors, ça n'appartient pas à Hutin. Ça appartient à une association dont M. Hutin est le président. Et la famille Hutin a donné ses parts à cette association. On pourrait parler de Ouest France pendant longtemps, mais c'est pas les pires, hein, Ouest France, loin de ça, mais c'est même plutôt pas mal. Donc essayez de savoir qui est derrière les médias. Par exemple, j'ai fait une présentation à l'école de journalistes à Bordeaux. Le journal de Bordeaux, pas de Bordeaux, de Grenoble, il s'appelle comment le journal? Je sais plus. Enfin, l'équivalent de Ouest France à Bordeaux. La Dépêche, peut-être, mais la Dépêche c'est plutôt à Lyon. Le Dauphiné, voilà. Le Dauphiné, voilà. Merci. Merci. Alors il y en a qui le savaient, mais tous ne le savaient pas. Mais il y en a qui savaient qui était le premier actionnaire, mais ne savaient pas que derrière l'actionnaire qui est le groupe Ebra, c'était le Crédit Mutuel en fait. Alors l'OLA française l'impose, mais ils ne le font pas tous, et pour certains, Libération par exemple, essayez de chercher, vous aurez du mal à trouver qui est actionnaire de Libération. J'ai fait l'expérience, on trouve, mais il faut chercher sur leur site, c'est pas évident. Une autre chose, il existe en France énormément de médias.
Alors là, là c'est une carte de médias indépendants. Certains sont vraiment des tout petits médias. La Galipote dont je vous parlais, ils sont là, voilà, ils sont chez moi, là, voilà. Ils sont là. Alors, vers chez vous, par exemple, il y a un média indépendant que j'aime beaucoup, qui s'appelle Splan, qui est un média qui est breton. Alors il y en a un en Vendée dont j'ai oublié le nom mais qui n'est pas représenté, pas en Vendée, en Normandie, mais qui... Excusez-moi, la culpa. Mais il y en a aussi en Vendée, je vous rassure tout de suite. Donc n'hésitez pas à regarder. Et il y a quelques médias indépendants. Je crois que oui, la lettre à Lulu est dessus. La lettre à Lulu est dessus. Alors l'image n'est pas très bonne, on n'arrive pas toujours bien à lire, mais la lettre à Lulu, voilà, ils sont là. La lettre à Lulu, je ne les connais pas, mais voilà, c'est vers chez vous. C'est vers chez vous. Certains journaux indépendants avaient fait une campagne un petit peu pour essayer de trouver des abonnés, et ils avaient un slogan que j'aimais beaucoup, c'était « Ouvrez les fenêtres ». Soyez curieux, regardez. Il n'y a pas que CNews dans la vie. Non, mais il n'y a pas que Le Monde non plus. Enfin, c'est Le Monde, moi je le lis, hein, j'aime beaucoup, j'ai pas de problème avec ça, mais il y a... Vous avez eu Jacques Transo de Médiacité, ils ont besoin d'abonnés. Hein. Bon là c'est pareil, c'est une autre représentation, alors là c'est complètement illisible, je suis désolé. Fait par une journaliste qui s'appelle Anne-Sophie Nobel, peut-être que certains la connaissent parce qu'elle travaille beaucoup sur les questions d'environnement mais aussi sur les questions de médias. Alors j'espérais, elle est en train de la mettre à jour et j'espérais venir avec la nouvelle version mais elle n'est pas prête. Elle n'a pas pu me l'envoyer, donc c'est l'ancienne version. Donc vous avez les journaux mainstream, quoi. Le Monde il est là, vous avez le Figaro, vous avez quoi, vous avez RTL, vous avez un certain nombre de choses. Puis vous avez là les médias qui sont des médias d'enquête par exemple, hein, Médiacité est là. Il y a des médias plus intellectuels, des revues qui sont là. Moi, par exemple, je lis une revue qui s'appelle La Déferlante. Alors messieurs, si vous lisez La Déferlante, les hommes en prennent plein la figure, je vous le dis tout de suite. mais ça n'empêche pas que c'est un très bon. Il y a des très bons articles, Bon, le purin, je vous laisse deviner qui est dans le tas de purin. Là, il y a les journaux pour enfants. Voilà. Pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de choses. N'hésitez pas à être curieux. Vous pouvez adhérer à des associations, un bout des médias, pour ce avec grand plaisir, mais il n'y a pas qu'un bout des médias. Il y a une association que j'aime beaucoup qui est La Chance, d'ailleurs je suis adhérent à La Chance. C'est une association qui aide des jeunes boursiers à préparer les concours d'école de journalisme que mademoiselle prépare. Hein, pardon ? Oui, malheureusement, je ne peux pas. Et je pense que pour retrouver la confiance, pour que les médias retrouvent une des actions que peuvent faire les médias pour retrouver la confiance des lecteurs et des Français, c'est d'avoir des rédactions qui nous ressemblent aussi. Qui nous ressemblent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent de banlieue, qui ont peut-être un peu plus de mal pour rejoindre. Le FPL, bon, j'en ai parlé. Il y a Reporters sans frontières, j'en ai parlé au tout début aussi. Une association, alors là c'est plus une association de journalistes, mais ils acceptent des dons, donc n'hésitez pas, qui s'appelle Informer n'est pas un délit, qu'on connaît bien un bout des médias parce qu'on fait pas mal de choses avec eux. Voilà, il y en a peut-être que j'ai oublié, hein, d'ailleurs, c'est possible. Hein, c'est possible. Alors, un bout des médias, c'est 5 €, je précise, la plus bas. Mais il y a les autres, hein. Il y a les autres, hein, donc n'hésitez pas à aller voir les autres. Sachez que vous pouvez saisir les instances. Alors le CDJM, c'est le Conseil de déontologie des journalistes. Donc si vous voyez quelque chose qui ne vous va pas dans un article, dans un journal, etc., vous pouvez très bien le signaler au CDJM. Alors, ils n'acceptent pas toutes les réclamations, ils expliquent toujours pourquoi ils acceptent ou ils n'acceptent pas.
Bon, il y a l'ARCOM, c'est un petit peu plus compliqué, parce que là, c'est carrément du juridique, mais c'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi de saisir le CDJM ou l'ARCOM. Donc ça, vous pouvez le faire. Hein. C'est sur les sites, hein, il y a des formulaires à remplir. C'est à la fois un peu compliqué, mais pas compliqué non plus. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà, alors je ne sais aucune idée de l'heure, j'ai pas fait attention, donc à mon avis, j'ai largement dépassé. 21h45. Oh, ça va. Ça va. Donc si j'ai bien compris, on voit un coup, et puis après, c'est les questions. Donc, un quart d'heure d'explication. C'est parce qu'en fait, c'est un poster qui va...